Mon colonel, monsieur le député, vous avez sollicité que je parle d'un sujet qui abondamment traité, la puissance américaine ou états-unienne plutôt, puisque les puristes, les linguistes préfèrent états-unienne. Il n'est pas question en 10 minutes que j'épuise le sujet. Je veux dire qu'il nous hante depuis 1945. Et finalement, la puissance en tant que telle des États-Unis nous intéresse assez peu. C'est finalement les rapports qu'on a à cette puissance, comment on la voit, et les bêtises, que la représentation que nous avons de cette puissance, faussée ou réelle, nous fait faire. Quand vous parlez de la puissance états-unienne, et c'est ça finalement qui nous intéresse, vous parlez à la fois d'une puissance réelle, mais quand vous zoomez, vous avez des lacunes énormes, et un peu toujours les mêmes. Vous avez une représentation de cette puissance, et alors là, il est inutile de vous dire que, ne serait-ce qu'Hollywood, depuis 70 ans, participe activement de cette représentation. Et puis, vous avez le piège dans lequel on est tombé, et on tombe tous à un moment ou à un autre, qui est de l'image, finalement, qu'on se fait de cette puissance, et qui peut être totalement faussée ou à côté. Et les Américains sont vraiment, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les champions toutes catégories de cette représentation de quelque chose, finalement, eux, parfois, ils savent même qu'ils sont, je dirais, à côté de la plaque, qu'ils exagèrent, mais ils arrivent véritablement, c'est une machine énorme, et cette machine, elle trouble et elle perturbe tous les jugements, y compris nos jugements actuels, finalement. Qu'est-ce qu'on fait dans l'OTAN? On est retourné, on s'est fait beaucoup d'illusions, on découvre une machine qui finalement était bureaucratique comme on le savait, mais on pensait que, et puis finalement ça se passe pas. Et puis les Américains, on en a besoin, et puis ils nous lâchent. L'exemple, maintenant on a compris le plus connu, alors je porte pas de jugement de fond, c'est ce coup de fil au dernier moment du président Obama à notre président, alors que les Rafales étaient déjà sur le pont, quasiment engagés dans les catapultes pour aller bombarder des objectifs syriens, et puis les Rafales redescendent dans le pont du Charles de Gaulle. On passe pour des cons, des couillons, y compris auprès des Américains qui rigolent de cet épisode. Alors pourquoi on se laisse avoir comme ça? Bon, donc c'est pas évident, et avec l'autorisation donc de Georgie, je vais essayer très rapidement de faire un très rapide aperçu historique avec l'aide de quelques illustrations qui sont décalées, sans doute, mais qui sont piochées un peu dans la manière dont les Américains eux-mêmes voient leur puissance. Parce qu'il faut aussi voir ce décalage qu'il peut y avoir entre la manière dont les Américains se représentent et puis nous, la manière dont on reçoit cette puissance. Je vais demander à la régie d'envoyer la première image. Voilà. Non, c'est la deuxième, ça. Alors, il faut que Voilà, c'est la première. Ça, c'est pas une image de propagande américaine, c'est une image qui est diffusée dans les journaux de la drôle de guerre en France. Vous avez une image type de propagande, c'est puissant. Vous avez une chaîne de montage de B1 bis. Programme du Front populaire des 14 milliards arrive pendant la drôle de guerre à maturité, en vitesse de croisière, mais ça n'existe pas. Bon, vous avez des coups de peinture, si vous regardez bien, et puis vous avez un atelier derrière, vous avez des chars à perte de vue, on a des chars, on ne peut pas revenir, c'est un autre sujet, mais c'est pas ça. Ça, c'est de la propagande pure, c'est une image qui ne correspond pas à une réalité. Ça, 4 ans après, même chose, une usine américaine. Au bout de quelques instants, quelques secondes, vous voyez tout aussi que c'est du photomontage, c'est un collage. Vous avez Sherman qui se balade en l'air, vous avez des coups de pinceau sur les côtés, les ombres sont mal foutues, vous avez des coups de peinture blanche sur les chenilles, c'est pas praticable, la perspective au bout d'un moment est faussée. Donc là, on est également dans le photomontage. Bon, ça c'est ce qu'on voit dans les hebdomadaires américains. Seulement, le problème par rapport à l'autre photo, c'est qu'une usine de Sherman, ça produit quand même ça. Des B1 bis, non, on les avait pas comme ça. Mais les Américains, eux, oui. On peut prendre la même photo sous une autre perspective et on aura le même effet. 50 000, 60 000 Sherman produits en 3 ans. Alors pourquoi les Américains, dans leur revue, font un montage, je dirais, même les Nord-Coréens aujourd'hui, ils n'oseraient pas faire quelque chose d'aussi ridicule. Bon, c'est ça le problème que l'on a avec les Américains. C'est-à-dire derrière, il y a une vraie puissance
mais il y a une représentation qui, par moment, on se demande pourquoi ils en rajoutent. Donc, au bout d'un moment, nous-mêmes, nous sommes totalement troublés. Nous sommes d'autant plus troublés que cette puissance américaine, les rapports que l'on a à la puissance, c'est dire qu'est-ce qu'on en fait, à quoi ça va nous servir. Le premier qui la met dans la perspective française, c'est quelqu'un qui, plus tard, sera extrêmement critique. C'est toujours pour les Américains le symbole même de l'anti-américanisme primaire. C'est le colonel Charles de Gaulle. Tout le discours depuis le débat de 1935, pour lequel il est porte-plume de Reynaud et pour lequel Blum intervient pour la première fois, un long débat qu'il y aura entre le colonel de Gaulle et Léon Blum jusqu'en janvier 40, c'est pour dire, et on le revoit clairement par exemple dans l'appel du 18 juin, le syllogisme dans lequel nous sommes finalement piégés, une guerre européenne concerne les États-Unis, quand les États-Unis rentrent en guerre, ils sont obligés de la gagner. Voilà. Et c'est ça finalement ce qu'on lit dans le discours du 18 juin, c'est ça ce qu'il redit dans deux de ses discours ultérieurs à la BBC, au moment de rotonde, pour essayer de bloquer, de rattraper, de convaincre les proconsuls africains de pas suivre Pétain. Il y a la triade de puissance encore intacte, ça fonctionne toujours de manière ternaire chez De Gaulle, la flotte, l'Empire et l'or, mais il y a toujours, comme chez Dumas, un quatrième mousquetaire chez De Gaulle, c'est la puissance américaine. C'est l'industrie américaine qui, de toute façon, immanquablement, va venir à notre secours et qui ne peut que remporter toutes ces guerres. Et finalement, c'est ce piège dans lequel on est. Bon. Alors, cette puissance américaine, elle est réelle. Et les Américains ont raison de la mettre en avant. Il est incontestable que, au cours de la Seconde Guerre, ils ont développé, même si d'autres puissances, notamment les Russes, ont produit énormément. Ce qu'ont produit les Américains, quand vous lisez les chiffres, c'est absolument hallucinant. Hallucinant. Et là, c'est une image un peu décalée. L'interprétation de Norman Rockwell, grand propagandiste américain, du personnage mythique aux États-Unis de Rosie la Rifteuse. J'ai pris cette image parce qu'elle est intéressante, parce que vous avez là une personne, le drapeau américain. C'est pas du tout flatteur. Mais Rockwell présente l'Amérique comme personne à surcharge pondérale évidente. C'est parce qu'elle est en train de bouffer qui va changer quoi que ce soit. Et c'est intéressant parce que vous avez là quelque chose qui pose problème aux Américains eux-mêmes. L'Amérique, c'est, pour ceux qui ont travaillé aux États-Unis et pour ceux qui étudient les problèmes même industriels, il n'y a pas, alors quand je dis ça, on me dit, il n'y a pas en termes de productivisme, il n'y a pas pire que les Américains. Je veux dire, il y a une telle débauche de matières premières, de matières fossiles, de temps de travail, que, en termes de productivité, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. L'Amérique est vraiment le pays du gaspillage. Et en matière militaire également. La masse de temps, de matériel, d'heures, de recherche, etc., qu'ils mettent, et de finances, pour aboutir à un résultat qui, effectivement, il passe toujours le dernier quart d'heure. Quelquefois, c'est limite. Vous reverrez, par exemple, tout le triptyque, toute cette série The War, qui a été diffusée plusieurs fois sur Arte, où c'est impressionnant. C'est-à-dire les batailles où les Américains sont engagés, souvent, ça passe d'un cheveu. Mais ça passe toujours, parce qu'ils ont toujours le dernier quart d'heure, ils ont toujours surtout le quart d'heure après minuit. Bon. Mais ça, c'est au prix, et ça, dès le départ, et c'est ça qui grève surtout maintenant, qui va gréver de plus en plus ce qu'on appelle la puissance américaine, c'est qu'ils ont les moyens de mettre en input, pour parler en termes de management, des moyens tellement considérables que l'output, de toute façon, leur permet de gagner. Mais c'est une débauche, un gaspillage énorme, et c'est un facteur d'emblée de fragilité. Quand vous lisez, par exemple, les mémoires de Churchill, qui est, contrairement à ce qu'on croit, extrêmement critique à plusieurs reprises contre les Américains, vous voyez qu'il proteste souvent d'avoir à adopter le standard américain. C'est-à-dire, vous avez plusieurs notes comme ça, et notamment vous avez une page absolument à hurler de rire sur le débarquement de Anzio, qui est un ratage total, où il dit, mais je comprends pas, pour avoir 8000, enfin mettons 5 ou 8000 fusils, combattants de première ligne, les Américains, derrière, ils mettent le chiffre de mémoire 60 000 hommes. Et pour Anzio, il constate que sont bloqués sur la plage d'Anzio 50 000 soldats américains,
qui ont débarqué 20 000 véhicules. Et Churchill dit, au moins l'armée américaine a sur toutes les autres armées une très grande supériorité en chauffeurs. Parce que déjà, pour conduire, pour tenir le volant et appuyer sur l'accélérateur, sur 50 000, vous avez déjà 20 000 chauffeurs. Churchill dit, vous rajoutez les services sanitaires, la logistique, etc. Sur 50 000 hommes, il y en a peut-être 5 000 qui se battent. Alors, c'est pas étonnant que les Allemands les pilent sur la plage pendant plusieurs mois et qu'ils puissent pas décoller. Donc, c'est ça aussi, cette puissance américaine. C'est une débauche énorme et qui peut être un facteur et qui est souvent un facteur de fragilité. C'est pour ça que l'image qui suit, alors là, c'est une Madeleine. Ceux qui ont joué aux petits soldats, qui ont plus de 40 ans, vont faire « Oh ». Quand vous avez cette image, parce qu'on rentre dans la représentation, bon, ceux qui ont joué avec ça, ça, c'est une belle image. Bon. Ça, c'est une image, je ne sais pas si c'était Tarawa ou une des premières opérations. D'abord, c'est très dur pour les Américains d'arriver à remporter. Ils arrivent à 10 contre 1 à terre contre les Japonais. Ils les prennent des deux côtés, donc de toute façon, c'est plié d'avance. Et puis, c'est 10 contre 1 à terre. Si vous rajoutez toute la flotte, tout ça, c'est à 100 contre 1. Bon. Donc, c'est vrai, c'est très impressionnant, ça. C'est vrai que ça marche. Mais combien de temps une puissance, surtout dans la crise économique actuelle, dans la crise d'approvisionnement, combien de temps les Américains vont pouvoir faire fonctionner, vont pouvoir avoir cette puissance? Et puis vous avez vu qu'avec les restrictions budgétaires, le Pentagone hurle déjà que s'il n'a pas moins de 600 milliards de dollars par an, il ne sait pas faire. Il ne sait pas faire. Bon. Donc, il faut bien se mettre en tête que la puissance américaine, dès l'origine, elle a en son sein des fragilités, mais énormes. L'armée, c'est comme l'industrie, etc. Bon. Mais elle a quand même réussi quelque chose, c'est au niveau de la représentation, arriver à mettre en œuvre une puissance réelle, que j'appellerais relative, et arriver à faire en sorte que dans notre imaginaire, nous sommes, mais aussi bien, je veux dire, les gamins qui vont dans les salles de cinéma, mais malheureusement, nos ministres, nos présidents, enfin, quand on va se faire photographier dans le bureau ovale de la Maison-Blanche sur des présidents, on cède aussi à tout un mythe, c'est-à-dire une représentation très bien faite et brillantissime de leur puissance, ne serait-ce que graphiquement, techniquement et visuellement. Et il y a deux images, deux engins, si vous voulez, on va rentrer un peu dans le détail, de la puissance américaine contre lesquels il est très dur de lutter. Le premier, c'est celui qui est lié à la thalassocratie, c'est-à-dire, c'est, excusez-moi, je continue un peu dans les petits soldats, mais c'est le porte-avions. Ça a l'air complètement idiot, ça, mais l'utilisation par les Américains de leur occupation de cet espace fluide, pour reprendre la terminologie, enfin les études de notre ami Laurent Henninger, par les task force américaines. Vous avez là un mélange à la fois de puissance qui est réelle, parce qu'il y a une puissance de projection énorme, avec c'est déjà 60-70 avions, c'est 3 fois plus que Charles de Gaulle, et puis il y a tout un environnement sous-marin et aérien autour, et puis c'est aussi une présence américaine et l'impression que l'Amérique veut donner d'une puissance, et ça marche particulièrement bien pour ceux qui ont vu des porte-avions américains, enfin, surtout ceux-là, l'image est décalée de la classe Forrestal, qui est assez récente, parce qu'en 45, ils n'utilisent pas cette représentation et ce design. Ça, c'est la classe Forrestal qui est commissionnée en 58, et comme l'Amérique, c'est un grand empire immobile, et quand elle tient le bon bout, elle n'en bouge pas, tous les porte-avions, maintenant américains, restent exactement, quasiment sur ce même design. Il n'y a que l'îlot qui recule de plus en plus, mais c'est exactement la même chose. C'est du 1000 pieds, 333 mètres, ça a à peu près la même surface de pont, et ça fait 60 ans qu'ils font les mêmes porte-avions de la même manière. Mais c'est redoutable, ça marche, pour ceux qui en ont vu, c'est effectivement extrêmement impressionnant, et quand on voit ça dans une rade ou en pleine mer, au large, on est extrêmement impressionné. Et le but, c'est ça. Et après, c'est très dur de réfléchir après, de dire oui, mais finalement, ça leur sert à rien. Oui, mais ils nous laissent tomber en Syrie. Oui, mais finalement, c'est pas très efficace parce que, notamment, il y a, enfin, je dis c'est pas ça parce qu'il y a des correspondants russes, mais il y a maintenant des navires russes chasseurs de porte-avions, un missile bien placé, et puis il n'y a pas de porte-avions. Bon, peut-être, mais il faut raisonner. L'Amérique, elle arrive à faire en sorte qu'on ne raisonne pas. Bon. Et elle occupe comme ça cet espace fluide qu'est la mer. Et il y a le deuxième alors engin qui lui est très laid, qui est une véritable occupation de cet espace fluide qui est l'espace aérien et qui reste aux États-Unis quelque chose qui est adulé. Là, on est complètement décalé. Autant ça,
on admire, on en fait des films, des bandes dessinées, etc., autant ce qui suit, et là, mon propos sera sur le décalage total qu'on a entre nous qui voyons ça comme un engin de mort et épouvantable, mais les Américains qui lui portent une véritable adulation, c'est celui-ci. Bon. Pour ceux qui ont vu alors un B-52, ça ne ressemble à rien, contrairement à un porte-avions. C'est une espèce d'aile énorme, avec le cockpit devant, toute la carlingue est derrière. Et puis, c'est un engin absolument terrifiant. La photo, je pense, c'est celle des opérations Roland Thunder et Linebacker au-dessus du Vietnam. Bon. Pour les Américains, c'est vraiment un symbole extrêmement important. Et c'est une vraie puissance, parce que c'est un engin qui servait, on a tous vu Dr. Folamour ou Failsafe, qui est la version tragique. C'est un engin qui servait à délivrer véritablement la puissance de mort et totale et définitive de l'Amérique. Et surtout, c'est un engin, alors autre espace fluide et autre prothèse de la puissance américaine, c'est un engin qui a servi pendant 25-30 ans aux Américains à occuper l'espace aérien en permanence. Je n'apprendrai pas aux invités russes le principe des circus, c'est-à-dire on voit dans Dr. Folamour, ça a été supprimé par George Bush, père d'ailleurs, mais pendant 30 ans, en permanence, vous avez vu, je crois, 2-3 escadrilles de B-52 qui tournaient, qui se relayaient. Pendant 30 ans, l'Amérique a occupé l'espace aérien en périphérie de l'URSS en permanence, jour et nuit. Et au-delà des intérêts stratégiques d'être prêt à foncer sur les objectifs au cas où, il y avait une véritable représentation, encore plus forte d'ailleurs que ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait après, qui est un peu en retrait lors de la guerre d'Irak, c'est-à-dire de faire quasiment 3 fois le tour de la planète à des B-2, enfin de les faire voler 24 heures pour délivrer 2 tonnes de bombes. On est au-delà du ridicule. Et ça fait rien, les Américains le font. On est dans un gaspillage absolument phénoménal. Mais c'est ça aussi. Et tant qu'ils ont les moyens de le faire, les Américains, ils le font. Ils le font. Mais nous, il ne faut pas se laisser piéger. Parce qu'il y a il y a de la puissance, mais il y a de la représentation. Et puis, il faut savoir aussi en quoi ça peut nous être utile. Et je finirai par là, très rapidement, ces quelques considérations. À partir du moment où on voit, on sait, et on a bien vu comment les Américains raisonnent, ce qui n'est pas évident. Maintenant, on en fait quoi? Parce qu'après tout, si les Américains, et je reviens à Charles de Gaulle, entre Charles de Gaulle de 39, de 40, qui arrive à Londres et qui dit à Churchill qu'il lui est à moitié américain, mais n'en est pas du tout sur lui. Après tout, les Américains vont arriver, vont nous délivrer et c'est plié. C'est plus le Charles de Gaulle de 65 qui dit non, si ça recommence, les Américains, ils viendront pas. Il faut qu'on se démerde tout seul, donc je quitte l'OTAN. C'est le même bonhomme, hein, à quelques années d'intervalle. Bon, donc c'est pas évident de faire la part des choses. Bon. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut voir aussi les Américains comme un immense empire immobile, et quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, et quelle que soit la manière dont ils se représentent, de toute façon, pour prendre la formule consacrée, les Américains n'ont pas d'alliés, ils n'ont que des intérêts. Et puis, il y a une permanence énorme. Alors, le général Desportes n'est pas là, mais quand il était revenu, j'ai eu de longues discussions à une époque avec le général Desportes, qui, revenant des États-Unis, me disait non, ils changent. Je veux dire, en fait, ils prennent c'est le retour d'expérience, ils assimilent et puis ils changent. Et puis, non, les Américains ne changeront jamais. Ils seront toujours improductifs. Ils auront toujours une débauche énorme, tant qu'ils peuvent découper leur montagne en tranches et qu'ils peuvent sortir du gaz de schiste ou n'importe quoi. Ils seront dans la débauche et dans l'absence de productivité. Bon, le jour où ils pourront plus le faire, ils ne sauront pas faire la guerre comme nous on fait. D'ailleurs, ils en reviennent pas, ils comprennent pas comment en Afrique, encore une fois, c'est pas un jugement de valeur, comment en Afrique on arrive à se débrouiller avec des unités de 1000 ou même des sous-groupements tactiques, 200 Rambo, équipés de pied en cap et qui arrivent à tenir un territoire. Aux États-Unis, 200 militaires, c'est un piquet de caserne et pas plus. Hein. Je veux dire, ils savent pas faire au-delà. En dessous de 3000, 4000, 5000, 10 000, ils savent pas faire. C'est bon. Donc, ils sont extrêmement surpris. Et surtout, on ne fera jamais changer les Américains. Et là, je reviens à De Gaulle. De toute façon, ils visent leurs objectifs et ils ont beau vous écouter, vous entendre, faire semblant d'avoir intégré, de toute façon, ça ne change pas. Et là, je vais 2 images pour terminer. L'une
alors on va reparler de la crise encore en Ukraine, mais l'année dernière, en pleine crise en Ukraine, j'ai retrouvé cette image-là, une couverture de Colliers, qui date de la guerre de Corée. Quand vous lisez, j'ai entendu, bon, encore avant-hier, le vice-président des États-Unis qui dit non, il faut qu'ils rendent la Crimée. Bon, vous avez l'impression à 60 ans d'intervalle que l'Amérique, dans ses rapports sur cette région, ça n'a pas bougé. Et ça n'a effectivement pas bougé. Finalement, la politique étrangère des États-Unis, sur cette question, c'est encore plus ou moins ça. Bon. Et encore là, il y a le drapeau de l'ONU pour pas mettre le leur. Bon. On reste quand même toujours dans la même chose. On pousse. On ne change pas. On ne change pas. Ça aussi, il faut le savoir. Bon. Et puis, même quand les Américains, dernière image, sont dans l'échec, ils n'en démordent pas. Il y a un côté chez les Américains, Shaddock, à force d'échouer, on finira par réussir. J'avais été surpris par cette couverture, elle date de 2008. Donc à l'époque, c'est plié. La bataille de Fallujah a été gagnée, mais avec tellement de telles pertes que de toute façon, ils savent qu'ils partiront. Et puis vous avez ce titre. Alors vous vous dites, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait si on gagne? Et puis quand vous lisez, c'est un journal néoconservateur, vous voyez les signatures, de toute façon Pearl Fukuyama. Puis quand vous lisez ça, c'est encore pire à l'intérieur. On va peut-être gagner. Alors il faut quand même se préparer pour le jour où on va gagner. Et vous refermez ça, vous dites, mais c'est une nation de tarés. Enfin, ils ne comprendront jamais rien. Jamais rien. Voilà. Donc, voici très rapidement ces quelques considérations. Alors je ne peux pas faire le tour, bien sûr. C'est un débat entre eux, et il faut faire la part des choses, entre ceux qui restent dans l'adulation de la puissance américaine et qui lisent, par exemple, que les ingénieurs américains qui ont quand même fait des appareils extraordinaires, qui ont fait le chasseur Mustang, enfin qui savent faire des avions. Aujourd'hui, je parle du F-35, arrive à faire voler un fer à repasser, ce qui est extrêmement louable, mais enfin ça va pas plus loin, mais qui vous disent quand même que c'est une grande puissance aérienne, alors que si le F-35 ne marche pas, il n'y a pas de solution de remplacement. Ou ces journalistes qui, il y a 2 ans, vous parlent de la première puissance, l'Amérique comme première puissance spatiale, alors qu'ils vous expliquent que la NASA a mis la clé sous la porte et n'est plus qu'un bureau d'études et que 60% des marchés des satellites, c'est l'Agence spatiale européenne, plus, surtout avec Baïkonour 2, plus les Russes, etc. Finalement, la NASA, elle lance plus rien. Mais dans la même phrase, les journalistes vous parlent encore de la première puissance spatiale. Donc, entre cette espèce de fascination pour une puissance qui n'existe pas, et puis d'un autre côté, pour ceux qui connaissent le blog de Philippe Grasset, des défunts de ça, l'excès inverse qui consiste à dire qu'en fait que la puissance elle n'existe plus et tout ça c'est de la pure représentation, c'est pas évident de faire la part des choses et c'est pas évident de savoir finalement d'un point de vue purement égoïste à nous, après tout les Américains sont les Américains, nous sommes les Français, ils font ce qu'ils veulent, mais qu'est-ce qu'on peut attendre encore des Américains, qu'est-ce qu'on peut ne plus attendre, à quoi ça sert finalement de rester dans l'OTAN. Moi, j'aborderai la question, non pas pour une question de principe, mais de savoir si vraiment ça sert à quelque chose. Si vraiment ça sert à quelque chose, lorsqu'il y aura le nouveau siège à Mons de 1 milliard, de renvoyer comme ça 100, 200 officiers pour faire du travail d'état-major, alors que l'armée française, force d'intervention, tiendrait toute, comme on l'a dit, au Stade de France, y compris le matériel blindé lourd sur la pelouse. À quoi ça sert d'être dans une organisation qui est puissante sur le papier, mais qui refuse de mutualiser, ou alors au compte-gouttes, ou alors comme contrepartie, lors des affaires, enfin de l'ex-Yougoslavie, on leur avait demandé des hélicoptères pour Srebrenica, on s'est fait gentiment bouler. Quand on leur demande de nous aider, de mutualiser, on n'a pas de réponse. Quand ils sont d'accord pour qu'on aille bombarder en Syrie au dernier moment, coup de téléphone, oh ben non, allez-y tout seul, etc. Donc ça sert à quoi, finalement, d'être dans cette organisation de l'OTAN, non pas s'y retirer ou y rester pour des questions idéologiques, mais après tout, reprenons ce que disait le colonel de Gaulle, quand ils vont venir, ils vont gagner. Est-ce qu'ils sont capables encore? C'est même pas qu'ils veulent venir ou pas, mais la question derrière l'enfumage des Américains idéologiques, c'est est-ce qu'ils sont encore capables finalement, même pas de venir, c'est une question de volonté, mais de gagner, ce qui est tout simplement une question de capacité.